Macron, qui se présente comme le sauveur, comme le type le plus intelligent par rapport à ses prédécesseurs, finalement, il a des résultats inférieurs. Alors c'est sûr que ça doit jouer tout ça sur sa fatigue, c'est fatigant, c'est vrai, de constater ce genre de choses, mais disons que ça ne fait que saper l'autorité de Macron à l'étranger et sur le plan national, parce qu'il n'a pas de résultat. Et il n'en aura pas d'ailleurs, on le voit quand on abordera les questions politiques, que Macron s'est déjà du passé. Alors, sur les questions économiques, pourquoi on est dans cette situation? Tout simplement parce que en France, et dans la zone euro, et en France particulièrement, on est toujours dans ce qu'on appelle la dévaluation interne, autrement dit la déflation salariale. L'euro sert à ça, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Structurellement, l'euro sert à empêcher les dévaluations externes. Pourquoi il faut faire des dévaluations externes? Parce que quand un pays consomme plus qu'il ne produit, il s'endette. Il a un déficit de sa balance commerciale. Et donc, comment fait-il pour équilibrer production et consommation? Il va, entre autres instruments, il va dévaluer sa monnaie. Parce que la dévaluation de sa monnaie permet d'augmenter les exportations, parce que les prix sont plus bas que ceux des concurrents, et de limiter les importations, puisque les prix sont plus hauts. Ça, c'est interdit désormais avec la zone euro. C'est fait pour permettre précisément, soi-disant, la convergence des économies. Et donc, ça n'a pas empêché les écarts considérables de commerce extérieur entre les différents pays. Et comment faire pour rééquilibrer la situation? C'est la déflation salariale, c'est-à-dire la dévaluation interne. On baisse les salaires par la baisse du salaire indirect, les cotisations sociales qui sont modifiées en faveur du patronat pour que les prix soient plus bas par la baisse des cotisations sociales pour les patrons, il s'entend évidemment pour le patronat, avec report sur les salariés. Et donc, structurellement, l'euro sert à ça. Il sert à ça. Malheureusement, on voit bien que ça ne marche pas. Quand on parlera, je dirai un mot sur le commerce extérieur, notamment français, ça n'a aucun effet. Alors on pourrait se dire que ce serait pire certainement s'il n'y avait pas cette pression permanente sur les salaires, pression mécanique liée à l'existence même de l'euro. Donc, il y a cette déflation interne, cette déflation salariale. Il y a très peu d'investissements en France. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette tradition qui est une vieille tradition. Lénine, déjà, à son époque, constatait le caractère rentier du capitalisme national. C'est-à-dire qu'en France, les entrepreneurs sont frileux en termes d'investissement. Et on le voit dans les chiffres, il y a insuffisamment d'investissements productifs dans les nouvelles technologies. Par exemple, c'est une des raisons de la faiblesse de la croissance économique. Il y a moins de construction. La mise en chantier dans le bâtiment diminue. Donc, alors que le bâtiment permet d'embaucher rapidement des gens sans qualification. Ça sert à ça beaucoup. Dans les politiques keynésiennes, il y a beaucoup de construction de bâtiments, notamment parce qu'on peut absorber très vite de la main-d'œuvre non qualifiée qui peut travailler sur ce genre d'activité. Et puis,
et puis le pouvoir d'achat baisse, c'est le but, et puis une très forte désindustrialisation. D'ailleurs, un mot sur l'industrie française, parce que, bon, c'est vrai que l'année dernière, il y a eu 3000 emplois supplémentaires dans l'industrie. Cette année, on est à plus 39 000. C'est la première fois en 10 ans ou en 15 ans que le nombre de salariés dans l'industrie augmente faiblement. Alors on a assisté à des tas de manifestations de joie, certains tirant la conclusion que la désindustrialisation avait été bloquée, que nenni, parce qu'en 10 ans, ce sont quand même 500 000 emplois industriels qui ont disparu en France. 500 000, c'est tout à fait colossal. On ne se rend pas compte. Imaginons ce que ça peut représenter à l'échelle d'une ville. Une ville de 500 000 habitants, je ne sais pas, moi, Marseille, ça fait combien intramuros enfin, c'est un peu de cet ordre-là. Ben, ça veut dire que dans une ville comme ça, il n'y a plus un seul emploi industriel. Enfin, on n'imagine pas les dégâts que provoque cette désindustrialisation. On est actuellement à 13,8% du salariat dans l'industrie, c'est-à-dire 3,7 millions de personnes. Alors, on ne va pas rentrer dans les définitions, il y en a plus en réalité, parce que certaines conventions statistiques ont été changées précisément pour minimiser le nombre de personnes dans l'industrie. Bon, quand on fait le point sur l'économie, il y a quelque chose qui est très proche, c'est la finance. Les deux sont parfaitement articulés, puisque logiquement, la finance sert à financer l'économie, logiquement. Et donc, ce qui est intéressant dans la période actuelle, c'est le 10e anniversaire de la crise de 2008. C'est tout à fait intéressant d'observer les réactions, les analyses des uns et des autres. Parce que cette commémoration, disons, est l'occasion d'une nouvelle opération politique. Il y a toujours des opérations politiques et idéologiques. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce qui est en cours. Ce qui est en cours, là, c'est de faire oublier les responsabilités. Comme si la crise de 2008 était un phénomène quasi naturel, inéluctable, un phénomène qui n'aurait pas de cause et qui serait intervenu comme cela, ne nous mettant pas à l'abri de nouvelles secousses qui pourraient avoir les mêmes conséquences. Ça sert aussi, cette opération en cours, à masquer le rôle positif des États. Parce que ce sont les États qui ont sauvé les banques. Il faut le dire, le rappeler. S'il n'y avait pas eu les États pour intervenir, des dizaines de banques auraient fait faillite, tout simplement. Et puis, c'est une nouvelle occasion pour affoler la population à propos de l'augmentation de la dette publique. Alors, quelques rappels quand même sur cette affaire-là, parce que la faillite de la banque Lehman Brothers en septembre 2008 marque le symbole, disons, de la crise financière. Je ne vais pas développer les raisons de la crise financière. On en avait déjà parlé à l'époque, on a fait des textes sur la crise des subprimes et on avait expliqué ce qu'était la titrisation et les dangers de la titrisation, les manipulations des populations black et latino aux États-Unis, avec une volonté tout à fait explicite de les plonger dans ces difficultés et de racler le peu d'épargne dont ils disposaient. Mais ce que l'on observe, c'est qu'on continue aujourd'hui
à vouloir développer la titrisation. Et on pourra, dans le débat, éventuellement revenir là-dessus si c'est utile. Notons que la France a mis 40 milliards d'euros dans les banques, sous forme de participation au capital, de différentes manières, plus 77 milliards d'euros de garantie d'emprunt. C'est-à-dire que quand on veut dégager des moyens, si on voulait faire un plan, par exemple, de modification radicale du mode de production industrielle, du mode de production agricole, du mode de transport, du mode de construction dans le bâtiment. Mais on voit que la volonté politique permet de dégager les ressources sans aucun problème. À l'échelle de l'Union européenne, c'est 1842 milliards qui ont été mobilisés. Mais c'est colossal. Imaginons que cette somme soit utilisée pour améliorer l'environnement. Mais on voit qu'il y aurait des résultats en termes d'environnement, mais aussi en termes d'emploi, en termes de bien-être, en termes de santé publique, dans tous les domaines. Alors, il y a eu quelques efforts de réglementation dans le secteur financier, bancaire, mais extrêmement limités. Le lobby continue, le lobby financier, bancaire continue à préconiser la déréglementation. Ce qui est en cause dans cette affaire-là, c'est le modèle américain de financement de l'économie par le marché. C'est ça qu'il faut comprendre. Beaucoup de gens ne font pas la différence entre système financier et marché financier. C'est très important à comprendre parce que les banques, normalement, ont pour responsabilité, pour mission, c'est leur rôle économique, de financer l'économie, c'est-à-dire les entreprises. Et comment, traditionnellement, les banques s'y prenaient pour financer l'économie? Elles le faisaient par des prêts bancaires classiques, le crédit bancaire. Le modèle américain n'est pas celui-là. Le modèle américain repose sur la finance de marché. C'est-à-dire que les entreprises sont financées, non pas, elles sont financées par du crédit, encore bien sûr, mais surtout par des émissions d'actions et d'obligations. C'est le financement par le marché. C'est ce modèle américain qui s'est étendu à la planète pour des raisons à la fois un habillage théorique, un bric-à-brac théorique, mais surtout pour des raisons très précises, c'est que le système des fonds de pension américains et le système des fonds mutuels américains n'avaient plus assez d'actions à acheter aux États-Unis. Il faut savoir qu'ils possèdent près de 60% des actions des entreprises américaines. C'est-à-dire qu'en fait, quand un fonds de pension achète une action aux États-Unis, il l'achète à un autre fonds de pension. C'est un jeu à somme nulle. Il fallait sortir de ce système et créer à l'étranger des systèmes financiers similaires aux États-Unis. Et donc, la vague de libéralisation financière avait un objectif extrêmement pratique, permettre des débouchés aux fonds de pension, aux fonds mutuels américains, pour qu'ils puissent acheter de nouvelles actions, obligations, parce que, comme ils s'achetaient entre eux, ça faisait monter le prix. C'est pas compliqué à comprendre. Mais nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut revenir au financement classique de l'économie par le crédit bancaire. Il faut démanteler les marchés financiers, pas les réguler, les démanteler, c'est-à-dire ce que nous avons développé, limiter les émissions d'actions, aller vers le dépérissement, non pas de l'État, mais de la bourse, et pareil pour les obligations. Bref, il y a là cet objectif absolument crucial, ce débat qui n'existe pas. La gauche est muette là-dessus,
La droite, évidemment, est muette là-dessus. On ne nous dit pas, on ne nous explique pas ces choses-là. Ça reste dans le secret. Et on ne nous explique pas que la présence de ces fonds de pension et fonds mutuels dans le capital des entreprises a modifié la nature même des entreprises. C'est-à-dire que leur objet est de moins en moins la production de biens et de services, mais de plus en plus la maximisation de la valeur boursière. C'est-à-dire que tous les actes de l'entreprise ne visent pas la qualité des produits, la satisfaction des consommateurs, mais la satisfaction des actionnaires. Et c'est facile à satisfaire un actionnaire. Il faut faire monter le cours de bourse. Et là, l'actionnaire est content. Mais c'est comme cela qu'on voit les licenciements boursiers, qu'on voit les délocalisations. Il faut expliquer ces choses évidentes. Et il faut en tirer des conséquences pratiques en termes de décisions politiques nationales, encore une fois, parce que ce n'est pas dans les réunions du G7, du G20, de l'OMC, du FMI, de la Banque mondiale, que ces questions pourront être abordées et tranchées. Ça ne peut être qu'à l'échelle nationale. Démantèlement des marchés financiers à l'échelle nationale. Nous avons là un levier et une bataille à mener dynamique. Il faut expliquer tout ça aux gens.